Je me présente, je m'appelle Philippe Barral et je suis professeur d'archéologie protohistorique à l'Université de Franche-Comté à Besançon. Et mes recherches portent sur la fin de l'âge du fer et la romanisation, c'est-à-dire en fait les mécanismes de mutation, de transition socio-économique, culturelle et territoriale qui sont à l'œuvre entre grosso modo le 2e siècle avant Jésus-Christ et puis le changement d'ère, voire les premières décennies du Haut Empire. Donc la communication que je vais vous présenter aujourd'hui concerne, dans la continuité de ce qu'on a vu auparavant sur la métallurgie du fer, une autre catégorie d'artisanat, celui de la vaisselle céramique. Et pourquoi le sous-titre s'intitule « Entre tradition et innovation », c'est parce qu'on est dans ce contexte justement sur une série d'évolutions, de transformations qui montrent un certain nombre de mécanismes à l'œuvre dans, je dirais, les derniers siècles avant le changement d'ère, c'est-à-dire la période gauloise. Les contextes que l'on peut exploiter sont de nature variable. Donc là, je vous ai mis quelques belles photos. En réalité, très souvent, on travaille sur un matériel qui est extrêmement fragmenté. Mais l'intérêt de la céramique, c'est qu'une fois qu'elle est cassée, ça n'est pas un matériau qui est recyclable. Donc un vase brisé, on va le rejeter, il va se retrouver dans un dépotoir, généralement. Et c'est la raison pour laquelle on a des quantités très importantes de restes de céramique qui nous permettent d'étudier les assemblages. Donc là, vous avez un certain nombre d'ensembles in situ. En haut à gauche, il s'agit d'un dépotoir un peu particulier à l'intérieur d'un établissement rural de fort statut, qui montre que là, on a une amphore brisée avec de la vaisselle, et qui en fait correspond certainement à un événement particulier. À droite, en haut, vous avez une fosse avec un ensemble de vases à l'intérieur d'un sanctuaire. Donc en fait, on a ramassé la vaisselle sur les tables de banquet, et puis on a tout déversé à l'intérieur d'une fosse, ce qui fait que les vases sont finalement peu fragmentés. Et puis en bas à droite, vous avez un autre ensemble qui provient d'un site très intéressant, mais également très énigmatique, découvert en Suisse il y a quelques années, le Mormon, où là encore, dans une série de fosses, on a des séries d'assemblages de vases tout à fait intéressants. Alors ces assemblages, ils varient suivant la nature du site, son statut également, et ça nous permet de mesurer un certain nombre d'évolutions. Dans la période qui va nous intéresser, c'est-à-dire la fin de l'âge du fer, de façon un peu schématique et caricaturale, mais c'est dans une volonté de simplification, on peut discerner deux chaînes opératoires de fabrication. Une chaîne qu'on peut qualifier de type domestique, dans laquelle en fait on va fabriquer de la vaisselle sans installation ni savoir-faire très important. Donc c'est un montage qui se fait à la main suivant la technique des colombins, ou par plaque ou par moulage, et ces vases sont cuits dans des installations qu'on qualifie de primitif entre guillemets, c'est-à-dire cuisson en fosse, en air ouverte, où les vases sont au contact du combustible, des charbons de bois. Et donc ce type de fabrication, il va perdurer. Donc c'est un héritage qui remonte au néolithique, ce type de fabrication. Et donc ce type de fabrication perdure jusqu'à l'époque augustéenne. Et c'est à ce moment-là, disons autour du changement d'ère, qu'on va passer à un autre système de grands ateliers, et où la fabrication, je dirais, au niveau de
la maisonnée à l'échelle domestique va quasiment disparaître. Ce qu'on fabrique par ce type de chaîne opératoire, c'est essentiellement de la vaisselle de préparation, de stockage, de cuisson également. Et donc on sépare ce premier procédé, en quelque sorte, cette première chaîne opératoire, d'une autre qu'on appelle de type artisanal, et là qui va mettre en œuvre d'abord des installations spécifiques, et des savoir-faire également spécifiques, notamment ce que j'ai indiqué en rouge, c'est-à-dire le montage de la vaisselle à l'aide du tour rapide, donc une innovation d'origine méditerranéenne qui s'est diffusée dans nos régions, en Gaule, à partir de 600 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de la fondation de Marseille. Ce sont les Grecs qui ont introduit cette technique. Et également, une autre installation importante, c'est le four à 2 volumes qui permet de séparer les vases du foyer. Et donc cette chaîne opératoire va permettre de fabriquer l'essentiel de la vaisselle qu'on appelle de service et de consommation, c'est-à-dire la vaisselle qui est sur la table, en quelque sorte, à la fin de l'âge du fer. Donc vous voyez 2 chaînes opératoires, mais aussi qui aboutissent en fait à des productions différenciées du point de vue de leurs fonctions et de leurs utilisations. Alors si on s'intéresse à la question des ateliers de potiers gaulois, je dirais qu'on a vu des exemples de forges assez nombreux tout à l'heure avec Sylvain Beauvais. Les ateliers de potiers gaulois, c'est pas un domaine qui est bien renseigné et bien documenté. On manque actuellement de beaux ensembles d'ateliers d'artisans potiers de l'époque gauloise. On peut les identifier, comme on le verra un peu après, grâce au four notamment. On ne dispose pas clairement de fosses d'emplacement de tours telles qu'on en connaît dans les ateliers de potiers gallo-romains. Donc en fait, l'identification du tournage, elle est faite à partir des produits finis. C'est par l'observation des vases que l'on peut démontrer qu'ils ont été fabriqués grâce au tour. La progression du tour, je vous ai dit que ça apparaissait dans le midi de la France à partir de 600. On va avoir des artisanats de potiers à la fin du 6e, début du 5e siècle dans un certain nombre de sites qu'on appelle de résidences princières. Mais c'est surtout à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ qu'on assiste à une phase d'augmentation, de progression de l'utilisation du tour. Et ça se traduit notamment par ce qu'on pourrait appeler une phase d'expérimentation, c'est-à-dire on a l'impression que les potiers gaulois découvrent le potentiel du tour. Et ils vont s'exercer à former, je ne sais pas si ça sort bien à l'écran, si dans l'image du bas, ça se voit un peu, ils vont s'exercer à fabriquer des formes très contournées, très sinueuses, avec des baguettes et des moulures dans cette phase. Tout simplement parce que ce qu'il est possible de réaliser avec le tour est beaucoup plus compliqué à faire quand on fait un montage à la main. Donc vous voyez sur cette image, sur un ensemble du Châtelard de Liget, fin 4e, début 3e, en haut un corpus de céramique non tourné, donc monté à la main, avec des formes plutôt globulaires, des profils assez simples, et des parois relativement épaisses. Donc là, vous avez tout un ensemble de vaisselle dédié à la préparation, au stockage, voire à la cuisson des aliments. Et en dessous, eh bien, vous avez toute une série de formes hautes, de vases à liquide et de formes plus basses à profil en S, qui donc tout cet ensemble que vous avez dans la partie inférieure, lui, est dédié au service à la consommation des aliments. L'influence du tournage va aussi avoir une influence sur le répertoire morphologique, c'est-à-dire sur les formes mêmes des vases. Là, j'ai pris un exemple de peau caractéristique de la zone de Mâcon-Tournu, dans la vallée de la Saône, où on voit très très bien l'évolution du profil du vase entre le plein 2e siècle avant Jésus-Christ et la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire sur une durée de un peu plus d'un siècle en gros.
où on va passer de céramiques qui sont entièrement montées à la main, avec des profils assez simples, des ouvertures très larges, des lèvres, des bords développés et des décors incisés assez proéminents, assez visibles, à des formes où en fait le bord va petit à petit se raccourcir, où le décor tend à disparaître, et vous avez l'aboutissement de ce processus tout en bas de l'image. C'est-à-dire que la systématisation de l'usage du tour, qui va se faire au 2e, 1er siècle, va avoir une influence très forte sur l'évolution des formes du répertoire. Alors cette progression de l'usage du tour, elle s'effectue entre, grosso modo, là on a un diagramme qui donne un exemple pour une région qui est la région de Sens, dans la vallée de l'Yonne, où, comme vous voyez, entre 400 avant Jésus-Christ et 250 avant Jésus-Christ, on va passer en gros de 2% de céramique tournée à 15% environ au milieu du IIIe siècle. Au IIe siècle, on aura facilement, dans les agglomérations ouvertes, un ratio, c'est-à-dire un pourcentage de céramique tournée qui peut atteindre 45, 50, voire 60% de la vaisselle céramique. Donc le diagramme n'est pas terminé, mais il faut imaginer qu'ensuite on a une courbe quasiment exponentielle. Voici un exemple de diagramme qui montre bien sur une région, donc là il s'agit en fait de la vallée du Doubs, entre Verdun-sur-le-Doubs et Besançon. Donc on a ici 3 courbes qui représentent la céramique non tournée, la céramique tournée indigène, locale, fabriquée localement, et la dernière courbe avec les triangles, c'est la vaisselle importée. Vous voyez que la vaisselle importée, on est sur quelques pourcents à chaque fois. Et en revanche, vous voyez que les 2 courbes de céramique non tournée et tournée, vous avez un effet de ciseaux, elles se croisent. On va passer pour la céramique non tournée en gros plus de 60%. On va descendre très rapidement autour de 30%, et évidemment on a une courbe inverse pour la céramique tournée. Alors si on prenait, là il s'agit en fait de pourcentages qui sont faits à partir d'agglomérations et d'oppida. Si on prenait le cas des établissements ruraux, on aurait quasiment l'effet inverse, en tout cas sur les établissements ruraux de faible statut. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir vers 150, 120, 60% de céramique non tournée, de céramique tournée et 30% de céramique non tournée, on aurait l'inverse. Ce qui veut dire que cet effet d'innovation, de diffusion d'une nouvelle technique, de systématisation de l'usage du tour, se produit dans les agglomérations, et avec, je dirais, une diffusion des produits qui est fonction des réseaux de distribution et également du statut des établissements ruraux. Certains établissements ruraux se comportent comme les agglomérations en termes de consommation de céramique tournée et non tournée. Et en revanche, des établissements de faible statut, eux, reçoivent en très petite quantité les céramiques tournées. Je parlais du tour. Une autre installation importante donc, pour cette période, c'est le four à 2 volumes. Donc vous avez ici un schéma qui est pertinent à la fois pour la fin de l'âge du fer et pour l'époque romaine, où l'on a les différentes parties du four, avec notamment l'alandier, ici où se trouve le foyer, la sole, donc c'est sur la sole perforée que vont être placés les vases à cuire, et donc vous voyez que les gaz de cuisson vont en fait circuler à travers cette sole perforée pour cuire ces produits. Ce système en fait permet d'obtenir, contrairement au système plus sommaire de type cuisson en fosse par exemple, donc le four à 2 volumes permet d'obtenir des cuissons homogènes. Suivant les cas, on va obtenir une fournée de vases de couleur claire, homogène, ou au contraire une fournée de couleur sombre. C'est-à-dire qu'on peut contrôler durant la phase de post-cuisson de refroidissement, on peut contrôler
l'apport d'oxygène. Et suivant qu'on va ouvrir le four et qu'on aura un apport d'oxygène, on obtiendra des vases de couleur claire, ou au contraire, on ira vers des vases de couleur fumigée, noire. Donc je disais, ce qui permet la façon la plus pertinente d'identifier les ateliers de potiers, c'est ce qui reste des fours. Alors vous voyez que parfois, là j'ai pris des exemples de Besançon, la trace de ces fours, il n'en reste pas grand-chose, puisque toute la superstructure, évidemment, a disparu. Et ce qu'on aura, c'est la partie qui est enfouie dans le sol, avec ici au centre ce qui reste de la pilette qui supportait la sole perforée. Et ici, vous avez un exemple d'un four qui subsiste, comme vous le voyez, uniquement sous la forme de la rubéfaction qui a impacté le sol. Hein. Et on voit ici, là encore, la trace d'une pilette centrale et autour le bourrelet qui correspond à la base du laboratoire. Dans ces fours de Besançon, eh bien, ce qu'on fabrique, ce sont ces vases que vous avez là, des grands vases bouteilles sur lesquels je reviendrai un peu plus tard. Une étude récente qui a été publiée dans les actes du colloque de la FEAF de Nancy a fait un bilan sur les types de fours attestés en Europe celtique, donc pas seulement en Gaule, mais dans toute l'Europe celtique. Et vous voyez qu'on a ici des couleurs bleu, rouge, vert qui correspondent en fait à 3 types de fours un peu différents. Ce qui veut dire qu'il y a une forme de spécialisation régionale dans les types de fours qui sont utilisés. Donc c'est un des éléments intéressants d'une synthèse récente qui montre qu'on peut avoir des préférences régionales pour tel ou tel type de four. La progression, je dirais de façon globale, de l'artisanat de la poterie, c'est quelque chose qui s'inscrit dans un mouvement beaucoup plus général de progression de l'artisanat spécialisé, qui est clairement associé au développement des agglomérations ouvertes à spécialisation artisanale et commerciale. Donc on a tout un réseau d'agglomérations ouvertes qui se met en place pour les plus précoces à la fin du IVe, début du IIIe siècle, et qui va vers une intensification de la production artisanale, notamment dans le domaine de la métallurgie, comme vous le voyez à l'écran, et avec aussi une forte spécialisation. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on va observer, là encore, la progression de l'utilisation du tour et des fours à 2 volumes. Alors ces agglomérations, on en connaît un certain nombre. Vous avez par exemple ici l'agglomération ouverte de Verdun-sur-le-Doubs, qui est située à la confluence de la Saône et du Doubs, donc dans un secteur une voie de communication importante. Et donc ces agglomérations, elles s'installent de façon préférentielle, pas systématique, mais préférentielle, souvent sur des couloirs de communication importants. Tout simplement parce qu'il y a une préoccupation d'approvisionnement en matières premières et aussi de diffusion des produits par voie d'eau ou par voie terrestre. Donc dans des agglomérations de ce type-là, eh bien, on va trouver de la métallurgie du fer, du bronze, on va trouver parfois de la fabrication de bracelets et de perles en verre, et évidemment de la céramique. Un exemple donc, alors cette fois pour une période un peu plus récente, fin 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, l'oppidum de Besançon, dans une boucle du Doubs, et les fouilles des années 2000 ont mis en évidence tout un quartier de l'oppidum avec une forte spécialisation artisanale. Donc là, j'ai sélectionné en fait une fouille, celle dite de l'îlot Paris, sous le cinéma dit de l'îlot Paris actuel, où en fait ont été repérées toute une série d'installations et d'ateliers. Et donc sur cette image, vous avez la matérialisation des ateliers métallurgiques,
qui sont bien identifiables par des sols très sombres, des scories, des bâtitures, etc. Et en rouge, les restes de fours. Donc qu'est-ce que cela montre? Ça montre, alors je ne vous ai pas matérialisé, mais en fait sur une phase un peu postérieure à celle qui est à l'écran, vous avez une voie qui est bien marquée ici. Et donc ça montre qu'au sein d'un même quartier, on peut avoir différents types d'artisanat, mais qui ne sont pas répartis de façon aléatoire. Donc on a ici clairement une séparation nette avec d'un côté de la rue les ateliers du métal et de l'autre côté les ateliers de potiers, mais sur lesquels on manque un peu de substance parce qu'on n'a guère que les fours pour les indiquer. Une autre carte tirée de cette synthèse faite à Nancy qui montre en fait que ces ateliers ils se développent clairement en priorité dans les oppidums, les agglomérations ouvertes, et alors il y a toute une partie, tout ce qui est en jaune, c'est ce qui est indéterminé. Donc qu'est-ce que ça veut dire indéterminé? Ça veut dire qu'on ne connaît pas bien le statut et la fonction du site. Et vous voyez également que les établissements ruraux sont peu représentés, avec là encore des différences régionales, mais globalement, on a très peu, on a fouillé dans le nord de la France à peu près 600 établissements ruraux pour l'âge du fer. Il y en a très peu qui ont livré des indices d'ateliers de potiers. Donc ces ateliers ils sont clairement liés au processus d'urbanisation, agglomération ouverte et oppidum. Donc en gros, pour résumer, à la fin de l'âge du fer, si dans un corpus de vaisselle céramique de la fin du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on aura? On aura un peu de vaisselle, très peu, 3-4% à peu près des effectifs de ce qu'on appelle la céramique à vernis noir, c'est-à-dire une vaisselle qui est importée d'Italie centrale et d'Étrurie, qui est transportée avec des cargaisons d'amphores. Je ne vous ai pas mis à l'image les amphores, mais elles arrivent avec cette vaisselle. Et puis on aura, d'autre part, pour la vaisselle produite localement ou régionalement, eh bien, d'une part, une vaisselle fine tournée, avec des vases à nourriture et des vases à boissons. Donc là, j'ai pris un exemple, c'est en fait une image d'une fournée réalisée par un potier qui fait de l'expérimentation, Pierre-Alain Capt, et qui cherche à reconstituer justement les formes et les techniques de cette période, entre autres. Et puis, d'autre part, des vases de stockage, de cuisson, qui majoritairement sont en céramique non tournée et avec une pâte grossière. Donc en fait, à la fin de la période gauloise, si on essaye de reconstituer le vaisselier qui est en usage, eh bien, par rapport à des périodes plus anciennes, on a une forte diversification des formes, des modules, comme vous le voyez à l'écran, avec donc au-dessus de la ligne rouge tout ce qui va être plutôt vaisselle individuelle de service et de présentation des aliments, et puis en bas eh bien, des jattes de préparation, mais qui peuvent aussi servir à présenter les aliments, et puis tout ce qui est pot de stockage, de cuisson, alors avec notamment des jarres, ici, des grandes jarres qui peuvent faire entre 60 et 100 litres. Et donc chaque maisonnée avait une jarre pour stocker une réserve de grains pendant une période donnée. Cette période, c'est également, ce qui est intéressant, c'est de voir, notamment dans les agglomérations et les oppidums, l'émergence de ce qu'on pourrait qualifier de la notion de service. Service dans le sens où on voit des vases qui présentent des morphologies, des pâtes, des textures, des qualités de pâtes comparables, des traitements de surface comparables. Donc ici, vous avez des vases avec un bandeau noir qui est appliqué sous forme d'un goudron végétal, et en dessous, ce qu'on appelle un engobe micacé doré. Donc vous voyez les affinités de forme de ces deux vases, mais clairement, dans un cas, on est sur une sorte de grand chaudron, on pourrait dire, et de l'autre, c'est plutôt une forme haute.
Un peu plus tard, on va voir apparaître les marmites tripodes avec un couvercle pour les cuissons à l'étouffée. Et là encore, on voit des variations dans ces services. Donc là, vous avez un service à 3 pièces de bibracte autour de la conquête, un peu après la conquête. Et ici, à Mâcon, l'équivalent, toujours dans cette même période. C'est également une période où on voit encore des individualités culturelles, des tendances culturelles qui sont encore assez bien marquées. Notamment en ce qui concerne la vaisselle culinaire et la vaisselle de stockage. Donc là, vous avez à l'écran trois vases, un type de vase qu'on appelle le pot en céramique non tournée, et avec une déclinaison régionale. Le pot ici qui est caractéristique du secteur dijonnais actuel, avec un bord en bourrelet, un décor d'impression sur l'épaule et une pâte à dégraissant calcaire, coquillé. Le secteur du Chalonnais, un peu plus au sud, dans la vallée de la Saône, avec des vases avec un bandeau à engobe micacé doré et un dégraissant dans la pâte qui est caractérisé par, en fait, c'est les éléments de décomposition du granit, donc quartz, feldspath et mica. Et enfin, un peu plus au sud encore, un autre type de pot, une autre variante, avec cette fois un dégraissant cristallin. Alors, à partir de l'observation de la répartition, de la diffusion de ce type de vase, on arrive à identifier des fonctionnements territoriaux et culturels avec à différentes échelles. Donc si on prend le cas de la vallée de la Saône, par exemple, eh bien, on a une grande entité qui est ici indiquée en vert clair, cette grande masse vert clair correspondant aux faciès de céramique peinte. Peut-être que j'aurai le temps d'en parler. Et à l'intérieur de cette vaste zone, eh bien, on peut identifier des micro-régions, en quelque sorte, des aires qui correspondent à l'aire de production et de diffusion des 3 vases que je vous ai montrés auparavant. Alors là, on est entre le culturel et l'économique. Ça correspond à la fois à un type, à un modèle de vase qui est lié à une communauté humaine, et en même temps, ça correspond aussi à l'ère de diffusion de ce type de vase dans une ère bien déterminée. Ce genre d'observation que j'ai fait en Bourgogne, dans la vallée de la Saône, a pu être fait dans d'autres régions, comme par exemple par Muriel Zenner, dans sa thèse à propos de l'Alsace, où elle discerne à l'intérieur de ce vaste du fossé rhénan, de la plaine d'Alsace, mais elle distingue très clairement 2 zones, une zone qu'elle appelle groupe culturel nord, avec un type de pot bien particulier, avec une lèvre en massue, comme vous le voyez, et une zone, groupe culturel sud, qui correspond à un autre type de vase à cuire. Alors, on peut voir également un certain nombre, dans cette période, de se mettre en place des fonctionnements un peu nouveaux. Et pour terminer, donc, je voudrais insister sur 2 cas. Alors, un premier cas qui dénote en fait un fonctionnement économique un peu particulier, ce qu'on appelle les pots de type Besançon. Alors, type Besançon, c'est une appellation erronée, puisqu'en fait, il n'y a jamais eu de pot type Besançon fabriqué à Besançon. Bon, mais c'est dans la littérature, c'est un héritage. Qu'est-ce qui caractérise ce type de vase? Donc vous voyez qu'il s'agit de pots à ouverture large, avec le bord qui présente 2 variantes, un bord éversé et puis un bord triangulaire mouluré. Ils ont comme caractéristique une pâte à dégraissant de quartz, de feldspath et de mica, avec des caractères extrêmement standardisés, et il s'agit d'une production de très grande qualité. Ce sont des vases qui sont très bien cuits, donc il ne s'agit pas là d'une fabrication de type domestique, mais il s'agit bien d'une production spécialisée, artisanale. Alors pourquoi insister sur ce type de récipient? Eh bien parce que on s'aperçoit qu'ils vont être produits avec exactement le même type de caractéristiques techniques et morphologiques
dans 3 secteurs un peu différents. Bon, d'abord, le nord de l'Auvergne et en gros le Morvan, c'est-à-dire une zone qui est à cheval sur les territoires Arvernes et Éduin. Une zone qui correspond au secteur que je vous ai indiqué auparavant, c'est-à-dire la confluence de la Saône et du Doubs. Et là, on est sur les marges du territoire éduin et du territoire séquane. Et enfin, le sommet de la boucle de la Loire, hein, le secteur d'Orléans. Mais dans ce cas-là, on n'est pas sûr qu'il y ait production. Hein. Il pourrait s'agir d'une diffusion à partir de ce foyer-là. En tout cas, ces vases sont présents avec une certaine intensité. Alors, ce qu'on observe, c'est qu'à partir de ce secteur qu'on pourrait qualifier de central, hein, ici, on a une diffusion qui se fait par le cours de la Loire et avec des exemplaires qui vont atteindre les îles britanniques. Hein, on en a jusqu'à Londres, d'une part. Et puis une diffusion également par la vallée du Doubs et le Rhin ensuite, jusqu'à Bâle, Manching, etc. Alors, qu'est-ce que traduit cette diffusion particulière ? Déjà, on s'aperçoit que alors que les phénomènes de diffusion sur de longues distances sont plutôt dans le sens nord-sud, habituellement, hein, de l'Italie vers la Gaule, ici on a un trafic qui est plutôt dans le sens est-ouest. Et on est bien obligé de penser que ces vases, ils n'ont pas été transportés par le fait qu'ils avaient une qualité particulière, mais en tant que contenant d'une denrée alimentaire. Et l'hypothèse que l'on peut proposer, c'est qu'en fait, ils ont servi à transporter peut-être des salaisons, du cochon, sachant que ces agglomérations ouvertes, telles que Verdun ou Varennes-sur-Allier, fabriquent ces pots, mais ces agglomérations sont également ouvertes sur un terroir fertile avec des établissements ruraux qui produisent des denrées alimentaires, céréales et élevage. Hein. Donc en fait, on a un mode de fonctionnement économique assez intégré où on voit très bien les établissements ruraux qui dégagent des surplus alimentaires, lesquels vont en fait alimenter un commerce à longue distance. Et il se trouve qu'on a quelques mentions, notamment de Strabon, qui dit que, alors pour une période un peu plus tardive, hein, mais la période augustéenne, il mentionne que les ports séquanes sont réputés jusqu'à Rome. Hein, donc les Gaulois avaient une certaine réputation en matière de cochons. Pour terminer, un autre cas intéressant pour illustrer, je dirais, la qualité et le mode de fonctionnement de l'artisanat céramique à la fin de l'âge du fer, c'est le cas de la céramique peinte, avec ici deux très beaux exemples hein, de vases qui sont bien conservés, avec donc des décors hein, sur fond blanc ou rouge. Alors le problème de ces décors, c'est que ce sont des décors qui sont rapportés après cuisson. On va cuire les vases et ensuite au pinceau, à l'aide de ce qu'on interprète comme des jus végétaux, hein, on va tracer au pinceau ces décors, et donc ce sont des décors fragiles qui souvent ont disparu. Ces productions de céramique peinte, on en a des qualités variables. On peut avoir des types, une production assez sommaire, comme une production qui est tout à fait caractéristique de tout le territoire séquane, la vallée de la Saône, la plaine d'Alsace également, c'est-à-dire des grands vases à liquide avec un décor peint assez sommaire sous forme de quelques bandes blancs ou rouges apposées au sommet du vase, et on connaît un nombre assez important d'ateliers qui ont fabriqué ce type de vase qui devait être, mobilisé notamment dans des pratiques de commensalité, c'est-à-dire des banquets. Une autre production un peu plus élaborée, ce sont des décors, cette fois géométriques, plus ou moins complexes, comme vous le voyez, avec des décors rouges ou blancs qui couvrent l'intégralité du vase, ou la quasi-totalité du vase. Donc on commence par appliquer les fonds blancs et rouges, et ensuite on cuit le vase. Alors c'est
Ce sont des barbotines qui, en fonction de leur composition, vont donner des blancs ou des rouges. Donc de façon empirique, les potiers savaient parfaitement comment obtenir des blancs et des rouges. Et c'est sur ces fonds que, ensuite, après cuisson, vont être tracés ces décors géométriques. On peut avoir des techniques d'application de décors un peu plus sophistiquées, comme par exemple ce qu'on appelle la technique de la réserve, qui permet d'obtenir notamment certains décors zoomorphes, comme vous le voyez là. Donc pourquoi par la réserve? C'est parce que le décor, le motif, va être déterminé non pas par le dessin lui-même, mais par l'aplat de noir, de la couleur noire. Ce sont les aplats noirs qui vont faire apparaître en négatif, en réserve en quelque sorte, le motif voulu. Et une autre technique encore, c'est celle de la technique de décor à base de pastillage, qu'on obtient en fait par une technique comparable au batik, sur foulard. Voilà le type de décor que l'on obtient. Vous voyez, donc à l'origine, vous avez des rangées de petites pastilles avec des pastilles un peu plus grosses. Donc très rapidement, comment on fait ça? Eh bien, on va d'abord, sur la céramique lissée, appliquer un enduit qui deviendra blanc après cuisson. Par-dessus, on applique une cire ou une matière grasse sous forme des pastilles que vous avez vues auparavant. Sur cet ensemble, on va appliquer une couche de couleur noire. On fait cuire le tout. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la pastille de gras, la matière grasse va disparaître. Et donc, mécaniquement, le noir également disparaît et vous avez le décor qui apparaît, là encore, suivant en négatif, en quelque sorte. Et si on veut aller plus loin, on peut même, par-dessus encore, rappliquer du rouge après pour augmenter un peu le contraste. Donc évidemment, on est là dans quelque chose d'assez élaboré. Cette céramique peinte, comme je l'ai dit, elle est mobilisée notamment et principalement dans des assemblages funéraires et également dans des dépôts de sanctuaires où en fait très clairement ce sont des vases qui servaient donc pour cérémonies, banquets collectifs et autres. Alors on en trouve en particulier des quantités assez importantes dans certains sanctuaires du centre-est, là vous avez quelques exemples, et on s'aperçoit également qu'on a des ensembles de micro-vases, de vases miniatures en céramique peinte, que l'on ne trouve jamais dans les habitats, ce qui veut dire que les ateliers de potiers fabriquaient, pour les besoins spécifiques des nécropoles et des sanctuaires, ce type de produits, de petits vases, qui servent probablement à des offrandes individuelles aux divinités du lieu. La vocation de cette céramique, on la discerne également dans des assemblages très particuliers, pas forcément d'ailleurs dans les sanctuaires, mais on a aussi parfois à l'intérieur des habitats, ici en plein centre de l'oppidum de Bibracte, une fosse qui a livré 3 vases, non 4 je crois, oui, il devait y en avoir 4 à l'origine, complets, qui associent donc une cruche importée méditerranéenne et 2 vases Tonley et un vase ovoïde. Donc très clairement, là, on est sur un dépôt particulier, probablement à vocation symbolique ou rituelle. Cette symbolique particulière, elle ressort également dans le choix de certains décors zoomorphes et notamment la prééminence dans les décors zoomorphes de cervidés, un animal que l'on retrouve sur le char de Stredweg, que l'on retrouve associé au dieu Cernunnos sur une plaque du chaudron de Gundestrup, ou encore sous forme d'une statue en ronde-bosse en bois conservée dans un puits de Fellbach-Schmieden. Donc en fait, c'est un thème, c'est un animal symbole de fécondité, de prospérité, de puissance, qui est associé donc à ce type de vase. Donc voilà un certain nombre de déclinaisons sous forme de métopes ou de frises, avec parfois des décors extrêmement élaborés, dont on considère qu'il s'agit d'une des manifestations les plus riches et originales de la fin de l'art celtique.
Donc certaines productions de l'artisanat céramique ont été le support de productions extrêmement sophistiquées, comme vous le voyez à l'écran. Et là encore, pour terminer, la répartition, les choix de ces types de céramique peinte permettent de discerner ce qu'on appelle des groupes culturels, en quelque sorte, avec par exemple le pays éduin qui va privilégier des vases à décor de batik et des vases à décor zoomorphes ou floraux, réalisés suivant la technique de la réserve. Le pays des Mandubiens, qui est bien connu pour être le pays d'Alésia, hein, donc l'oppidum d'Alésia est juste ici au centre. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils ont produit des vases de couleur lit de vin, très particuliers, et on ne les trouve que dans ce secteur-là, avec une petite exportation vers la vallée de la Saône. Et puis donc, toute cette grande entité vallée du Saône, Doubs, etc., qui a privilégié les vases à décor peint partiel. Bon, voilà simplement une image qui vous montre voilà. Et donc, à partir de ces décors zoomorphes, hein, ce qu'on peut voir, c'est des modèles et des schémas communs, d'inspiration commune, mais avec des déclinaisons variables suivant les ateliers. Hein, ce qui veut dire qu'il n'y a pas un atelier à compétences régionales très larges, mais en fait plusieurs ateliers qui vont s'inspirer d'un modèle commun et le décliner avec aussi un certain nombre de spécificités liées à ces ateliers. Et bien voilà, j'ai tenu le temps.